jigéen ñi ci dunya jaaratulaay sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay jigéen ñi ci dunya sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay jigéen ñi ci dunya jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya jaaratulaay. Autour de Bousso Bali. Mesdames et messieurs, bonjour. Au moment où la parole de la femme se libère depuis quelques décennies, la condition féminine est davantage revendiquée dans les sphères sociales, politiques et économiques. Pour la plupart des mouvements de défense des femmes, l'islam est un contre-exemple dans sa libéralisation dans les sociétés modernes. Que nenni. Impulsé par des mouvements de femmes ou encore à travers la promotion de l'autonomisation des femmes, Women Empowerment, la femme émancipée, autonome et actrice du développement est tout de même présente dans l'islam. Le rôle de la femme en islam est de premier plan. La Mouridia en est une parfaite illustration. Pour preuve, durant 2 siècles, des femmes musulmanes appartenant à la confrérie soufie de la Mouridia, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ont marqué leur époque par des pensées et réalisations qui, à l'ère de la surmédiatisation et de la promotion de la femme autonome, auraient mérité un Nobel ou autre distinction de renom. Bousso Bali est une invite à découvrir l'univers des femmes autour du serviteur de l'envoyé. Autant d'exemples de piété, de dévotion, de travail, d'abnégation et de probité morale qui ont pu allier avec brio temporel et spirituel. À travers ces figures, le livre répond aux multiples questionnements, souvent sans réponse, des femmes sur divers sujets tels que les relations hommes-femmes, mère-enfant, l'allégeance, la spiritualité, la science, le travail, la soumission au mari, entre autres. Bousso Bali, la Mouridia au féminin, capitalise plus d'une dizaine d'années de recherche documentée et 3 ans d'écriture, pendant lesquels les co-auteurs, Abdou Seye et Bintou Amar, ont tiré l'essentiel de la biographie de ces figures féminines qui vécurent aux côtés des hommes autour du serviteur de l'envoyé. Ce nouvel ouvrage, édité par Drousse, vient en complément au précédent suscité en mettant la lumière sur l'équilibre qu'avaient ces mourides entre la quête de l'agrément divin et l'achèvement d'une vie au service de l'humain. Voici Bousso Bali, le livre coécrit par Abdou Seye, qui est spécialisé en informatique éditoriale et féru d'histoire. Il est le fondateur de la plateforme Drousse.net, dédiée à l'appui à l'édition et à la diffusion d'ouvrages sur l'islam et la Mouridia. Abdou est également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Des hommes autour du serviteur de l'envoyé », ouvrage dans lequel il retrace la biographie des grands disciples, hommes, de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans cette édition, le fondateur de Drousse prolonge son projet d'édition à la vie des femmes de la Mouridia. Sa co-auteure, Bintou Amar, est spécialisée, elle, dans la communication éditoriale et la production audiovisuelle. Elle a déjà produit des émissions télé sur la femme dans l'islam et particulièrement dans la Mouridia. Dans cet ouvrage, elle apporte son expérience de femme qu'elle a aussi acquise durant des recherches sur ces personnages féminins. La co-auteure nous fait porter les lunettes, on en porte tous, presque, d'une femme mouride moderne qui fait face à plusieurs a priori dans sa vie professionnelle comme personnelle. Nous sommes aujourd'hui à Casablanca, pays de résidence de Bintou Amar, la co-auteure, et nous allons donc avoir des regards croisés autour de Bousso Bali. Je me présente, Céline Cherdité, journaliste, éditorialiste, communicant, et j'ai l'honneur de modérer ce débat avec mes invités ici présents. Mais avant cela, nous allons saluer le co-auteur Abdou Seye qui est à Dakar et toute l'équipe de Drousse qui a gravité autour de ce projet.
Alors, avec nous, Tata Nafingom, comme on aime l'appeler. Je dirais qu'elle est ingénieure des ventes. J'ai mené ma petite enquête. Ingénieure des ventes, c'est une maman, c'est une tata pour certains, et c'est aussi une grande sœur. Tabara Fall, à ma droite aussi, elle est coach formatrice. Elle est née dans une famille mouride. Elle est mouride. Elle a grandi dans la mouridia au féminin et au masculin aussi. Après, Ramadou Doussal, qu'on ne présente plus, en tout cas au Maroc, secrétaire général de la Daïra des Tijanes. Elle est aussi manager et spécialisée en management. Yacine Gaye, pour sa part, est communicante, tout comme moi. Au passage, elle a fait ses études avec Bintou, spécialisée en communication. Elle travaille pour un grand groupe bancaire panafricain, pour ne pas faire de la pub. Et enfin, celui qui nous fait l'honneur de me seconder en tant que Mouridé au masculin, Pape Amadou Mboup, universitaire à Agadir, dans une grande université privée qu'on taira le nom. Mesdames et messieurs, donc, nous avons 1 heure de temps durant laquelle nous allons survoler la planète des femmes de la Mouridia. Nous prendrons alors de la hauteur pour analyser lucidement, sous différents angles, les thématiques du livre. Autour de Bousso Bali, nous allons scruter de loin, mais en profondeur, les enseignements à tirer de cet ouvrage grâce à vos regards croisés. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit en premier après avoir lu Bousso Bali? Question piège qui s'adresse par ordre pour le gentleman qu'on va devenir et par droit d'aînesse. Je donne la parole à Tata Nafi. En une phrase ou un mot, qu'est-ce qui vous a le plus marqué après avoir lu l'œuvre? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Le wow peut-être, ou en tout cas ce qui vous a tiqué? Merci beaucoup, Céline Cher. Oui. Merci pour cette belle introduction. Merci aussi de nous avoir fait l'honneur de nous inviter à participer à ce panel. Alors, pour répondre très rapidement à cette question, qu'est-ce qu'on s'est dit en lisant Bousso Bali? La première chose, j'ai dit, depuis quand je n'ai pas tenu un bouquin écrit entre mes mains? Parce que, comme vous le savez, la lecture se fait maintenant le plus souvent, pas sur support écrit, en tout cas une lecture pure, mais sur support électronique. Donc, c'était déjà un grand plaisir que Bousso Bali nous replonge dans la lecture. Le thème, le titre et l'introduction qu'a m'a fait Bintou, Sokhna Bintou, m'a donné toute l'envie d'aller lire. Et je me suis dit, waouh! Très franchement, ce n'est pas quelque chose à inventer, mais je me suis dit, waouh! Waouh, pourquoi? Pour le fait qu'à son jeune âge, si j'ose dire, elle est partie chercher, faire des recherches. Elle est partie aborder un sujet que, je peux dire, tout le monde attendait. Pourquoi je dis ça? Parce que l'école ne nous enseigne pas ça. Effectivement. Malheureusement. J'ai appris, j'ai découvert, je me suis plongée dans des figures que je n'ai jamais connues auparavant. Parce que c'est l'école peut-être qui devait permettre à tout le monde d'apprendre ces parcours qui t'enseignent sur le plan religieux, sur le plan humain, sur le plan social, et qui t'apprend en tant que femme, en tant que personne, tout ce que tu dois savoir sur ta religion, sur ton comportement dans la société, sur ton comportement en tant que femme et en tant que citoyenne ou même citoyen modèle. Donc, c'était vraiment un waouh, très rapidement. Donc, la première impression que tu as eue, c'est de dire retour à la case départ. Le retour à la case départ de tenir un bouquin, enfin, depuis peut-être quelques années, puisque comme nous tous, nous avons l'habitude d'être beaucoup plus plongés sur du Wikipédia ou autre, Exact. ou même de lire des PDF, Exact. mais d'avoir au toucher un papier
une histoire qu'on nous relate et qu'on peut déguster à longueur de journée peut-être. Exactement. Parfait. Pour Rama Doudou Sall, je sais que tu es une personne qui s'investit beaucoup dans la spiritualité. Alors, après l'avoir lu, c'était quoi ta première réaction? Est-ce que tu étais face à un miroir? Est-ce qu'il y avait un doublon de Rama qui parlait à Rama? Ou quelle a été cette conscience qui t'est venue après lecture de l'ouvrage? Alors, je commencerai d'abord par saluer tout un chacun ici présent aujourd'hui et vous remercier de cette invitation. Moi, je dirais que Bousso Bali m'a fait tiquer. Je me suis dit qu'il faut s'asseoir et faire une introspection de soi-même. Donc, je me suis dit, pas mal d'exemples qu'on a cités dans Bousso Bali. On fait quoi, nous, de notre gestion du temps? Pas mal d'exemples qu'on a cités dans Bousso Bali, qui sont des femmes qui ont pu joindre le spirituel et le temporel, ce qui ne leur a pas empêché de vivre leur vie correctement. Pourquoi nous, on se plaint? Pourquoi? Où est-ce qu'il y a eu une coupure jusqu'à ce que maintenant, qu'on puisse se dire, je n'ai plus le temps de faire mes 5 prières correctement, je les rassemble jusqu'au soir. Pourquoi je n'ai plus le temps de faire mes zikrs comme il le faut? Bon, je vais attendre le soir, sûrement j'aurai le temps. Sachant que ces dames qu'on a citées dans le livre sont des dames qui ont eu le temps, qui ont été entrepreneurs, elles ont été éducatrices, elles ont participé au développement de leur pays, tout en gérant leur spiritualité à un moment donné. Donc, pour moi, je me suis dit qu'il faudrait qu'on s'assoie, qu'on fasse une introspection et on voit où est-ce que ça a eu une cassure pour pouvoir recoller les morceaux. Avoir une montre en soi et ne pas juste la porter. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Tabara Fall, d'accord, après l'avoir lu, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose que tu as eu à apprendre de ces figures, sûrement, que tu as dû connaître, entendre parler. Mais en tant que femme mouride, active, qu'est-ce que tu t'es dit après l'avoir lu? Alors, je tiens d'abord très rapidement à remercier Sokhna Bintou Amar et M. Abdou Sey pour la qualité et l'amour de cette œuvre. Je vais faire très brève. Quand j'ai lu Bousso Bali, j'ai pensé et j'ai parlé. Alors, j'ai pensé, il y avait beaucoup de remises en question, aussi bien dans ma vie conjugale que dans ma vie religieuse et spirituelle. Ça, c'est le premier waouh, c'est la première chose qui m'est venue. J'ai d'abord pensé. Une deuxième chose que je me suis dite, c'est enfin, parce que oui, ces bonnes dames de la vie mouride, on les connaissait, mais enfin, on parle d'elles et on les met plutôt en exergue dans un livre. Valorise, quoi. On les valorise. Et enfin, mes enfants pourront lire et comprendre et connaître le vécu de ces belles dames, de ces bonnes dames. Donc, c'est les deux choses que je me suis dit. Donc, c'est à la fois une remise en question. Beaucoup de remises en question. Et surtout, une envie de partager et de transmettre cela à sa famille. Tout à fait. Autant de questions qu'on aura l'occasion d'y revenir. Rama parlait peut-être de cette gestion du temps. On sait qu'assez souvent, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Heureusement qu'on a une communicante avec nous qui pourra en revenir après. Mais déjà, Yacine Ndiaye, quelle a été ta réaction après la lecture? Et je sais que tu es une passionnée de lecture et d'écriture. Merci beaucoup. Je commencerai effectivement par saluer l'initiative de ce panel, de vous remercier pour cette invitation. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à tenir Bousso Bali entre mes mains parce qu'effectivement, je suis une férue de lecture. Et c'est mon premier ouvrage de l'année 2021. Quelle belle manière de démarrer l'année en lecture. Oui, surtout après une année 2020, avec le Covid-19. Tout à fait. Donc, tout de suite après l'avoir terminé, la phrase ou le verset qui m'est venu en tête, c'est « rappel », car le rappel est bénéfique aux croyants. Je pense que cet ouvrage, et on ne cessera de le dire, on remercie véritablement ses auteurs, nous permet de nous remettre en question, au risque de me répéter,
de répéter ce que mes consoeurs viennent de dire. Oui. Mais c'est un véritable rappel pour moi. Ça a été une expérience humaine assez forte qui nous rappelle en fait notre humanité et nous montre un peu le chemin par rapport à tous ces efforts et à toutes ces actions que nous devrions encourager et renforcer. Oui. Voilà. Parfait. Pape Amadou Mboup, merci de nous faire l'honneur d'être le monsieur du panel, parce que moi je me considère comme modérateur. Alors, en tant qu'homme peut-être, la lecture peut être différente de ces dames. Quelle a été la réaction ou les pensées qui te sont venues en tête après avoir fini l'ouvrage? Alors, mesdames, je vous salue, Serigne Cheikh. Donc, je commencerai déjà à, comme mes consoeurs l'ont fait, féliciter les auteurs de ce livre. Féliciter Sokhna Bintou et Monsieur Sey Abdou. Donc, pour ce travail remarquable qui a été fait. Moi, personnellement, ce qui m'a surtout frappé en tant que, on va dire, universitaire, quelqu'un qui a l'habitude de lire des documents scientifiques et certainement de corriger des mémoires, la première chose qui m'a frappé, c'est la rigueur scientifique qu'ils ont tenu à appliquer à ce travail. C'est important de le souligner parce que cette rigueur rend ce document crédible. Parce que ce n'est plus j'ai entendu chez tel, rapporté, etc. Oui. Donc, à chaque chose qui est soulevée, qui est rapportée, donc il est bien référencé. Oui, avec une source fiable. Avec une source fiable. Et lorsqu'on consulte la bibliographie, mais on est impressionné. Oui. Et moi, j'ai été vraiment impressionné par... On voit carrément qu'il y a derrière une longue recherche. Quand ils disent que c'est 10 ans de travail, donc à ce moment, tu peux le croire lorsque tu consultes la bibliographie et la qualité des ouvrages qui ont été lus. Oui. Donc encore bravo. Moi, je disais à un ami dernièrement que le minimum qu'on pourrait faire de cet ouvrage, c'est d'aller tous l'acheter. C'est le minimum qu'on pourrait faire pour les féliciter. C'est déjà fait, rupture de stock après 112 heures. Ils sont en train de faire un nouveau tirage pour pouvoir alimenter à la fois Dakar, Casablanca, Paris et New York. Masha'Allah, Masha'Allah. Mais là, en tant qu'homme, c'est-à-dire quel a été le choc que tu as reçu? Alors, moi personnellement, après avoir lu ce livre, ce que je me suis dit, je me suis reposé la question, quelle est ma responsabilité par rapport à ma femme? D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit l'introduction sur le livre, c'est important, je pense que c'est l'avant-propos, où il spécifie un verset coranique qui dit musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, jusqu'à la fin. Oui. Donc, à ce moment, tu te rends compte qu'en fait, on est égal, en réalité, par rapport à la femme, nous les hommes, par rapport à la quête de notre Seigneur. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, moi, alors, est-ce que moi, mon rôle aujourd'hui, je le joue par rapport au fait d'aider ma femme à accéder ou à m'utiliser comme une passerelle pour pouvoir s'élever spirituellement? Est-ce que je joue ce rôle-là? Donc, c'est la question que je me suis posée après avoir lu, parce que quand on lit ce livre, on se rend compte que l'ensemble des femmes qui ont été décrites ont en quelque sorte utilisé leur mari comme une sorte de passerelle afin d'avoir l'agrément de leur Seigneur. Parfait. Nous allons revenir à cela parce que loin de moi, tu as plus porté la responsabilité du mari qui doit être exemplaire et non pas peut-être de quelqu'un qui aurait vu, donc voilà, ma femme doit maintenant s'inspirer de ces femmes pour que moi je sois un petit prince. Ah, exactement. Nous allons revenir à cela. Tata Nafi, peut-être tu as sûrement vécu avec des tantes, des grand-mère ou peut-être entendu parler de Sokhna Diarra, qui est une figure emblématique au Sénégal, de par la pensée populaire. Alors maintenant, quel est le regard que tu as de Bousso Bali? Bousso Bali, pas le livre, mais Sokhna Diarra. On rappelle que Bousso Bali est l'un de ses surnoms. Et est-ce qu'il est possible de devenir Bousso Bali? Alors là, c'est une chère.
Oui, c'est une question à 10 000 Voilà. balles, ça. Oui, je répondrai Oui, oui. d'accord. Ne serait-ce que l'apport que ce livre peut aider à devenir Bousso Bali. Le contexte actuel, peut-être vous me direz, ne pourra pas faciliter être comme Bousso Bali est décrite ici, mais on peut s'inspirer. Oui, On peut pousser nos enfants, on peut se corriger, oui, même si on n'avait pas un parcours ou si on n'était pas parti sur le rythme de Bousso Bali, oui. mais on peut se dire, là, il faut s'inspirer de Bousso Bali. Donc les femmes peuvent être toujours ambitieuses et y croire. Ah oui, ah oui, elle l'a réussi, Oui, elles l'ont réussi, Oui. si j'ose dire. effectivement. Il Parce faut que y d'autres femmes croire. l'ont réussi après elles. Exactement. Peut-être pas au même niveau et pas toujours dans les mêmes champs d'action, Exact. mais elles ont quand même réussi. Elles ont quand même réussi. Elle a vraiment tracé le chemin. C'est vrai qu'on la connaissait de par la célébrité populaire, Oui, mais en tout cas, moi personnellement, je ne la connaissais pas telle que décrite dans le livre. oui. Ça, je l'avoue. Et pour ça, je félicite vraiment Les co-auteurs. Sokhna Bintou et Abdou. Oui, Sur le plan spirituel. Et ce qui est beau aussi, c'est que chaque fois, on amène ses origines, c'est-à-dire toute personne qui est abordée, toute figure qui est abordée, oui, on amène ses origines. On parle de son père, de la famille d'appartenance, de la descendance de sa mère. C'est ce qu'on appelle, on montre que Kewel du Tep Dom Djibut, c'est l'expression pour dire quand on est issu d'une bonne famille, d'une bonne éducation, on ne peut que suivre cette tendance. oui. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ouais. Sur le plan spirituel, le jour du mariage avec ma mort, Mati, elle a pris l'engagement, la détermination qu'elle fera tout ce qu'une épouse doit faire. Et si ce n'était pas, je pense qu'elle a dit, si ce n'était pas sa croyance à la religion musulmane qui dit que Sayyidina Mohammed est le dernier prophète, Effectivement, oui. elle est sûre qu'elle allait être l'épouse tellement modèle qu'elle allait enfanter un prophète. Oui, oui, oui. Ça, c'est de la détermination dès le départ. C'est de l'ambition. C'est de l'ambition dès le départ. Et tout au long de sa vie d'épouse, elle n'a fait que le prouver. Oui, Elle allait avoir la récompense d'Allah. Et le champ de bataille, c'est dit dans les annexes. oui, Ce sera sa cour conjugale. oui. C'était l'objectif, c'était de l'ambition, c'était de la détermination. Et elle l'a prouvé. Oui. Surtout qu'à travers l'ouvrage, ce que aussi les co-auteurs ont réussi, c'est de ne pas se limiter à l'exaltation. D'où peut-être la rigueur scientifique dont tu Et la parlais, recherche. Pambou. Parce que l'idée aussi, c'était de tirer les enseignements Oui. et non pas de rester dans des récits un peu peut-être fantasmagoriques, Oui, mais de tirer l'essentiel de cet ouvrage pour que des gens puissent s'en esprit et savoir que c'est possible. exact. Et ne pas le mettre dans l'ordre de l'impossible ou du sacré. Exact. Et c'est démontré de façon Oui, vraiment compréhensible. Côté femme au foyer, elle a appris tout ce qu'elle avait à apprendre et elle l'a démontré. oui, Côté spirituel, elle a pratiqué sa religion de la meilleure façon possible. Côté épouse, elle était l'exemple type. oui, Côté social, la même chose. La cour accueillait vraiment les disciples. Oui. Elle cuisinait, elle faisait le linge, elle allait chercher l'eau. oui. Tout ce qu'une femme modèle doit faire, je pense qu'elle l'a fait. On nous l'a démontré en tout cas. On le savait vaguement, mais là, on nous l'a démontré. Surtout que beaucoup de commodités qu'on a aujourd'hui Elle ne n'existaient l'avait pas. Parfaitement. Tabara Fall, qu'est-ce qui t'a vraiment impressionné? Parce que, comme je le rappelais, tu es issu d'une famille mouride. Tu as connu ces grandes figures. On parlait de Badiane May, on parlait de Sokhna Diarra et autres. On a peut-être nos mamans, nos grands-parents, tous en parlaient comme des références pour vous, femmes. Mais qu'est-ce qui t'a impressionné? Quel est le nouveau regard que tu as eu par rapport à Bousso Bali? Alors,
C'est vrai que j'avais des bribes. Je connaissais pas mal de choses. Le micro, Tabara, oui. Le micro. Parfait. Alors, je disais que dans la cour familiale, il y avait pas mal d'enseignements sur Bousso Bali, de bonnes choses qu'elle faisait. Mais la chose qui m'a impressionnée de Bousso Bali, c'est sa discrétion. Parce que en lisant, je me suis rendu compte que quand Cheikh Ahmadou Bamba était encore, radiyallahu ta'ala anhu, était encore très jeune, Oui. elle savait que Cheikh Ahmadou Bamba avait des prédispositions à être ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Et quand on lit et qu'on se rend compte qu'elle le savait, elle et Sokhna Anta Ndiaye, alors qu'elles n'ont jamais parlé de ça. Oui. Il y a même un exemple qui a été cité, et des prouesses qu'il a fait, alors que Sokhna Diarra n'en parlait pas. Cette discrétion qu'elle avait, moi, ça m'impressionne. Parce que si on replace tout dans le contexte actuel, aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des enfants qui sont des génies, Oui. mais on est pressé d'en parler à tout le monde. On C'est lui vrai. crée une page YouTube, on en parle, on l'expose. Alors qu'elle Oui. était tellement discrète, elle l'a gardée. Elle l'a gardée, sa co-épouse l'a gardée aussi, Sokhna Anta. Donc personne n'en a parlé. Et franchement, ça m'a impressionnée. Autre chose, c'est le tarbiya dans la vie conjugale. Oui. Finalement, j'en riais et je me disais que finalement, c'était possible. Elle arrivait à pallier le travail, la vie religieuse, sa relation avec son conjoint, Oui. l'éducation de ses enfants et l'éducation des personnes qui fréquentaient la cour. Ouais. Alors aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas possible. On se lève, on part au travail, etc. C'est vrai que le contexte, il est un peu particulier. Différent même. Il est un peu différent, mais il y a encore une marge de progression. En lisant Bousso Bali, Oui. je me dis qu'il y a une marge de progression. Et si on s'inspire quand même de Sokhna Diarra, Oui. on peut encore faire beaucoup de choses. Aussi bien dans la vie conjugale. C'est la 3e fois que j'en parle parce que j'ai été impressionnée sur comment elle le vivait, comment elle pratiquait la religion, comment elle mettait en avant d'abord sa relation avec le bon Dieu avant sa relation avec son mari. Parce qu'elle se disait que le mariage, c'était une pratique de la religion. Oui. C'est comme ça qu'elle le prenait. Ce n'était pas une chose, ouais, je me marie et voilà. Non. Donc ça quand même, c'est une chose qui m'a vraiment marquée. Et je sais qu'il y a une grande marge de progression. Parfait. Je vais lire un petit passage à la page 22 et 23 et je vais me tourner vers Ramadou Doussal. Parmi les valeureux compagnons de Cheikh Ahmed Al-Tijani, on compte également 2 femmes que sont Lala Manana et Seydat Safia Loubadat, qui recevaient la visite d'hommes venus les consulter. Cheikh Ahmed Tijani envoyait assez souvent quelques-uns de ses compagnons spirituels chez Lala Manana. Et ces derniers trouvaient, grâce à elle, des réponses justes et crédibles à leurs questions. La sainte et vertueuse Seydat Safia Loubadat, mère de 6 enfants, était aussi très célèbre pour ses nombreux prodiges. Alors, qu'est-ce que cela peut t'inspirer pour toi qui es, on le sait, une fervente talibé de Cheikh Ahmed Tijani et surtout de Sayyidina Abou Bakr, Cheikh Khalifa. Alors, ces 2 femmes, peut-être peu connues, mais qui sont toutes 2 disciples de Cheikh Ahmed Tijani Chérif, quelle est ta vision de cet adage Wolof qui dit « Gour bahna, jigen bahna », c'est-à-dire que ce que peut faire l'homme, la femme aussi pourrait le faire. Si cela s'applique dans la quête spirituelle, qu'est-ce que ça pourrait donner pour nous en nous inspirant de ces figures? Alors, Céline Cher, pour ce point, je pense que je prendrai toujours l'exemple sur moi parce que je me dis qu'il y a toujours des efforts à faire. Oui. Quand j'ai commencé à lire le livre, personnellement, je me suis dit, Lala Manana, Sokhna Safia Loubada, je ne les connaissais pas. Avec un peu de recherche, j'ai vu que c'était 2 dames qui étaient parmi les disciples de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu anhu, qui avaient un autre niveau de spiritualité. Étant à Fès, vivant avec Sayyidina Cheikh, l'exemple de Lala Manana, qui avait le don de voir ce qui allait venir. Elle en était à un état de ravissement qu'elle ne pouvait pas
qu'elle ne pouvait pas maîtriser à un moment donné. Il y a pas mal de disciples de Seydina Cheikh tels que Sidi Banani, à qui Seydina Cheikh avait demandé d'aller voir Sokhna Lalla Manana pour parler avec elle parce qu'il voulait prendre le werd de la Tijaniya. Oui. Quand il est venu, avant même de parler, Lalla Manana lui disait « Je sais ce qui te ramène ici. Va le faire, n'hésite pas à le faire. » Elle avait ce don. Une fois, en sortant de la ville, c'était plutôt Seyda Safia Loubada, Oui. elle s'est réveillée un jour en pleurant. La ville de Fès. La ville de Fès. Oui. Elle s'est réveillée un jour en pleurant. Elle pleurait, elle sortait de la ville. On lui disait « Pourquoi tu pleures et tu sors de la ville ?» Elle dit qu'elle avait rêvé de 3 anges qui descendaient sur terre cette nuit. Et le premier ange était venu pour prendre la pudeur dans ce bas monde et repartir. Le deuxième ange a pu prendre la bénédiction et repartir. Et le troisième ange qui était venu pour prendre le livre saint, qui était le Coran, n'a pas pu le faire. Et un des walis qui l'avait interpellé pour savoir pourquoi il était en train de pleurer, lui a dit « Sokhna Safia Loubada, ça, c'est la volonté divine. Vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dedans. Quand Dieu décide de quelque chose, nous, les êtres humains, nous devons tout simplement accepter. » Lalla Manana en était de même. Elle voyait les calamités qui devaient descendre dans ce bas monde et arriver à faire des zikrs, jusqu'à ce que le bon Dieu puisse enlever ces calamités de ce monde. Donc, pour dire qu'elles étaient toutes les deux à un niveau de spiritualité, elles ne sont pas les seuls exemples qu'on peut prendre. Nous pouvons prendre l'exemple de Sokhna Rokhaya Ndiaye. Avant d'être l'épouse de Seydi El Hadj Malick Sy radiallahu anhu, elle l'a vu, elle ne connaissait pas encore son nom. Et comme pas mal de Saint-Louisiens qui étaient là-bas, on appelait Seydi El Hadj Malick Sy Ndiol Foutami. Pourquoi Ndiol Foutami? Ndiol Foutami, c'est-à-dire le monsieur élancé qui vient du Fouta. Parce que Seydi El Hadj Malick venait du Fouta. Et quand elle l'a vu, elle lui ramenait tout le temps son déjeuner. Un jour, elle a dit à sa famille, « Ce jeune saint, si vous me le donnez en mariage, dina jaamu yalla ci mom. » Parce qu'elle savait que le mariage était sacré. C'était une manière aussi spirituelle de vivre sa vie. Et pourtant, elle y est arrivée. À un moment donné, toute sa famille était fâchée contre elle, lui disant qu'il y a tellement de nobles qui sont là, tellement de riches qui sont là. Surtout à Saint-Louis. Surtout à Saint-Louis. Première capitale de l'AOF. Voilà, Dakar. Effectivement. Donc, qui lui disait, pourquoi tu veux de cet homme? Il y en a tellement d'autres qui sont là et qui veulent de toi. Toi, tu choisis ce saint homme. Mais oui, pourquoi? Parce qu'elle voulait pratiquer sa religion à travers Seydi El Hadj Malick Sy. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Sokhna Safiatou Niang. Au fait, pas mal d'exemples, qui était aussi une femme du vénéré Seydi El Hadj Malick Sy radiallahu anhu. Une fois, quand elle a fini de cuisiner, d'habitude, il paraît que quand elle cuisine, elle ne goûtait pas à sa cuisine. Pourquoi? Parce qu'elle se disait qu'elle ne pouvait pas prendre l'argent de son mari, cuisiner et goûter ça en premier, alors que son mari n'a pas encore goûté. Ça, pour le transférer dans ce bas monde, dans ce monde où nous sommes présentement, ça serait vraiment très difficile. Vous ne me direz pas le contraire, mesdames. D'accord? Surtout qu'il y a Uber Eats. Mais oui, voilà, vous avez tout compris. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait. Donc, elle, n'ayant pas goûté à ce qu'elle avait préparé, c'était un peu salé. Un des talibés qui mangeait, et à qui elle a demandé pourquoi vous n'avez pas mangé, lui disait que parce que c'était trop salé. Et quand elle a entendu ça, elle ne pouvait plus se tenir debout. Elle était à genoux, elle marchait, elle était à genoux, elle rampait jusqu'à ce qu'elle soit devant Seydi El Hadj Malick Sy pour lui demander pardon parce que le repas était trop salé. Seydi El Hadj Malick lui dit, vous ne pouvez pas être dans la cuisine pendant des heures avec cette chaleur, avec l'effort que vous avez fait pour cuisiner et que après, je puisse vous dire que votre repas est trop salé. Seydi El Hadj Malick, étant vraiment content de cet acte, a pu vraiment formuler tellement de prières pour elle que elle a eu des enfants que tout le monde, je ne sais même pas comment le dire, tout le monde se met à genoux devant eux, se mettait plutôt à genoux devant eux pour demander leur bénédiction. Pour dire que
quand ces femmes le font, c'est bien possible à notre niveau. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes, mais nous pouvons quand même s'inspirer d'eux et faire un peu plus d'efforts, je pense bien, à mon avis. Hein. Parfaitement. D'accord. Yacine Ndiaye, de nos jours, des croyants, malmenés par leur ambition et activités du quotidien, se contentent d'un minimum en matière de religion, prétextant que notre époque n'est plus favorable à une certaine quête spirituelle. Et les co-auteurs récusent, je cite, « Ce n'est pas le cas. » Ils continuent et posent le débat, je les cite encore. Les générations précédentes avaient aussi des défis. Elles n'étaient pas épargnées, encore moins favorisées. C'est à la page 181 de Bousso Bali. Qui d'autre pour perpétuer le legs? Penses-tu que la quête spirituelle et la vie active sont compatibles pour une jeune femme du XXIe siècle à l'image de Sokhna Muslimatou? Merci beaucoup pour cette question pertinente, Serigne Cheikh. Je commencerai par citer cet ouvrage comme un exemple de cette possibilité d'allier aujourd'hui vie professionnelle et quête spirituelle. Je m'explique. Oui. Aujourd'hui, je pense que les co-auteurs de cet ouvrage sont dans une mission de transmission. Et c'est cette transmission qui permettra aux générations actuelles et aux générations à venir de tirer des leçons de ce qu'ils nous ont laissé dans cet ouvrage. Le Tabara le disait tout à l'heure. Oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette assertion qui dit qu'effectivement, on peut allier aujourd'hui vie professionnelle et vie spirituelle. Je ne me citerai pas en exemple, mais effectivement, à l'image de Sokhna Muslimatou, ce qui m'a également marqué dans cet ouvrage, c'est cette phrase qu'elle incarne d'une certaine façon. Oui. Travailler pour ce bas monde comme si vous ne deviez jamais mourir, et travailler pour l'au-delà comme si vous deviez mourir demain. La première version de cette phrase que j'avais retenue, c'était travailler comme si vous ne deviez jamais mourir et prier comme si vous deviez mourir demain. Ouais. Rien que dans la façon de dire la chose, on comprend que le travail est un acte d'adoration. Le travail est une quête spirituelle en soi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se trouver d'excuses en disant que parce que je suis professionnelle, parce que j'ai une vie active assez chargée, assez remplie, on a ce devoir en fait d'avoir une vie spirituelle. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ces deux vies sont complémentaires. Parce que c'est la quête spirituelle qui permet à chacun d'entre nous de se connaître, de connaître son créateur, de donner du sens à tout ce que l'on fait dans cette vie. Donc, effectivement, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Sinon, on n'a pas une quête spirituelle dans la vie. Tout ce que l'on fait perd son sens. Oui, pour la Niassène que tu es, et je sais que tu es très engagée dans cela, qu'est-ce que t'apporte cette quête du divin quand tu compares à tes devoirs conjugaux, à tes obligations professionnelles? Est-ce que c'est un équilibre que ça t'apporte? Est-ce que c'est un boost? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui te régule? Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la quiétude. La quiétude. Parce qu'au quotidien, on court après énormément de choses. On court après nos missions, on a des clients à gérer, on a un stress permanent à gérer. Et ce moment de recueillement que l'on choisit pour se remettre sur terre, j'ai envie de dire, pour se retrouver avec soi et avec son Seigneur, apporte la quiétude qui nous permet d'avoir cet équilibre de vie au quotidien. Parce que je pense que si on devait marcher sans cet aspect spirituel qui nous complète et qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, on serait un peu perdu. Donc la religion dans un sens très global et la spiritualité, peu importe la manière avec laquelle on la vit, nous permet de remettre les pieds sur terre, de se retrouver et de donner du sens à tout ce que l'on fait. C'est cela. Parfait. Pape Amadou Mboup, Bousso Bali, la Mouridia au féminin, se conjugue aussi au masculin. Alors, à la page 62, je cite, « On constate une recrudescence des plaintes de femmes à l'encontre des hommes, de leur tendance à fuir leurs responsabilités. » Là, on est incriminé. Alors, l'époux et le mouride que tu es, trouve-t-il une interpellation par rapport à ces responsabilités de l'homme dans Bousso Bali?
Alors, une question un peu compliquée. Compliquée parce que je suis entouré de dames. De peur de les frustrer, je dois peut-être contrôler mes assertions. Mais d'un autre côté aussi, j'ai peur de sortir et que les hommes me coincent pour me dire bah, pourquoi tu as pris la... Voilà, exactement. Alors, je demande l'aide d'Allah pour qu'il m'aide dans cette réponse. Mais moi, je vais essayer d'aborder cette question en utilisant un hadith prophétique qui dit que, en fait, l'homme est, on va dire, le gardien de la maison, en quelque sorte. C'est lui le responsable de sa famille et il va être questionné par rapport à ses responsabilités envers eux. Donc, aujourd'hui, je me dis, est-ce que les hommes savent leurs responsabilités qu'ils ont par rapport à leurs femmes et à leur famille? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'aujourd'hui, un homme qui on va dire, fuir ses responsabilités, est-ce que peut-être il n'ignore pas ses responsabilités? Peut-être qu'il ignore ses responsabilités. Ou peut-être qu'il y en a d'autres, ils connaissent leurs responsabilités, mais il faut sciemment, ils la fuient sciemment. Et peut-être, moi, je pense que je trouverai aussi d'autres hommes qui, par manque peut-être de temps, ils se justifient par manque de temps. Ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir assurer leurs responsabilités. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait savoir que chaque chose a ses conséquences. Aujourd'hui, le fait de ne pas assurer ses responsabilités en tant que mari par rapport à sa femme aura peut-être des conséquences au niveau de la progéniture. Aura également peut-être des conséquences au niveau du couple. Exactement. Je voulais parler du couple. Exactement. Et moi, je pense que les hommes doivent être encore beaucoup plus conscients. Alors, pourquoi aujourd'hui, je cite en exemple cet ouvrage? Parce que cet ouvrage, à travers des références coraniques, à travers des hadiths prophétiques, à travers des exemples de piété, ils ont pu montrer la valeur de la femme et ce que l'homme pourrait apporter à la femme de manière pratique. Donc, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai été interpellé. Je le disais tout à l'heure en introduction, en disant, est-ce que je joue le rôle ou la responsabilité du mari qui devrait accompagner sa femme dans sa quête spirituelle? Et du père peut-être pour ses enfants aussi. Exactement. Voilà, du couple et des enfants de manière générique. Donc, quand vous me dites, est-ce que j'ai été interpellé? Effectivement, j'ai été interpellé. Nous le sommes. Voilà, nous le sommes. Et je pense que nous, les hommes, nous gagnerions à plus accompagner nos femmes dans cette quête spirituelle, parce que lorsque vous lisez le livre, vous voyez que pas mal d'hommes ou même de femmes sont nés à travers des unions où je citerai les auteurs qui ont utilisé un jargon wolof qui disait « Liggéeyu ndey añub doom ». Voilà. Mais je pense que l'homme aussi a un certain rôle à jouer pour faciliter à la femme cette, on va dire cette soumission, entre guillemets, et le fait de le rendre service et de l'assister et d'assister sa progéniture afin qu'il puisse avoir des enfants qui pourront également être des enfants modèles de manière générique. Donc prendre la soumission en tant qu'homme comme une responsabilité et non pas comme une monnaie de chantage peut-être. Exactement, exactement. Il faudrait que les hommes, par cette soumission, ne pensent pas que la femme est une esclave. Voilà. Donc, c'est écrit, donc ici, à travers cet auteur, on voit nettement que, je le disais tout à l'heure, l'homme et la femme, au niveau du Seigneur, sont égaux. Donc, moi, je dirais que ils le disent également, ils sont complémentaires. Moi, je dirais qu'ils sont partenaires. Donc, chacun doit aider le prochain afin que l'autre puisse accéder ou s'élever spirituellement de manière générale, mais aussi pouvoir réussir tous les projets ou tous les défis temporels auxquels, ensemble aussi. Voilà, ensemble, auxquels ils seront confrontés. Parfait.
Nous sommes donc au deuxième round autour de Bousso Bali, toujours des regards croisés de nos différents intervenants et invités. Alors, Tata Nafi, en tant que maman, penses-tu que, comme le disait peut-être Tabara, l'idée est aussi de pouvoir transmettre les enseignements à ses enfants? Est-ce que tu penses que tes filles peut-être pourront trouver des réponses par rapport aux problèmes que l'on vit de façon générale dans ce 21e siècle, surtout dans les couples ou les relations mari et épouse? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste compléter. Allez-y. Alors, pour dire cette remise en question des hommes, est-ce qu'ils aident les épouses? Est-ce qu'ils ont cette bonne considération? Et j'ai dit, c'est écrit que les femmes ne sont pas les esclaves de leurs maris, de leurs époux, sont des esclaves d'Allah. Et c'est à travers leur mari qu'elles montrent cette attitude d'esclave pour avoir la récompense d'Allah. Et sur ce plan, ils sont tous les deux, hommes et femmes, esclaves d'Allah. Alors, dans ce questionnement aussi de la responsabilité de l'homme et de la femme, c'est par rapport aux enfants. C'est par rapport aux enfants. Alors, est-ce que mes enfants trouveront la réponse, en tout cas en ce qui concerne le mariage, en lisant Bousso Bali? Je dirais oui. Parce que c'est plein d'enseignements, c'est plein de recommandations, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan éducatif d'une femme modèle, une femme qui doit savoir que tu peux faire des études, tu peux avoir des diplômes, tu peux être tout ce qu'il faut et rester une musulmane accomplie en cherchant la satisfaction d'Allah, en suivant tout ce que tu dois suivre dans ton couple, dans ta vie de mariée. Elles ont tout ça ici. Mais est-ce que le contexte actuel leur permettra de l'appliquer? C'est ça, moi, la question que je me pose. Oui. Et c'est une question à laquelle les réponses vont suivre. À travers les questions qui seront notamment traitées par nos mamans le font. Nos mamans le font Tabara. actuellement. Quand ta fille se marie, tu dans quoi y a? Respecte ton mari, sois soumise à ton mari, ne fatigue pas ton mari, limite-toi à ce qu'a ton mari. Mais vous voyez bien que les mariages actuellement ne marchent pas comme autant de ces belles figures. Pourquoi? Parce que toutes ces recommandations, tout cet enseignement qu'on leur donne au départ, ce n'est pas toujours appliqué et elles te trouvent toujours l'excuse. Le plus simple, bon, je ne dis pas l'excuse, mais peut-être c'est la réalité. Hein. Le plus simple, c'est que le mari ne leur permet pas d'être comme on leur demande d'être. Effectivement. Et il est aussi écrit que quand tu cherches la récompense d'Allah, il faudrait te marier à un mari qui te permet d'y arriver. Mais vous voyez bien qu'il y a des mariages où le mari ne permet pas à son épouse d'être, d'avoir cette récompense d'Allah. Si tu ne nourris pas ta femme comme il faut, si tu ne te soucies pas de l'éducation de tes enfants, si toi-même tu n'es pas un modèle, tu utilises de l'illicite, tu as une activité illicite. Alors tout ça, c'est des questionnements qu'on se pose. Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée, c'est que les meilleurs mariages, c'est ceux qui on te choisit l'époux ou on te choisit l'épouse. Là naîtront des enfants qui auront, c'est sûr que ce seront des enfants bénis. Mais vous vous imaginez actuellement choisir des épouses à nos garçons, à nos fils, ou le contraire? En tout cas, dans les pays occidentaux, ça se fait à travers des applications ou des sites de rencontres où on essaie de voir la compatibilité de personnes selon leurs humeurs, leurs envies, le centre d'intérêt. Cela se fait. Alors que chez nous, de façon traditionnelle, cela se faisait, mais on parlait assez souvent de mariage forcé qui ne l'était pas. C'était plutôt peut-être un mariage choisi. Voilà. Peut-être. Et même si au niveau de la cadette, du Cheikh, Sokhna Maïmouna cadette, même malgré qu'elle n'a pas connu son père, mais ce sont ses frères qui lui ont choisi,
hein, enfin, en tout cas, son premier mari. Oui, oui. Voilà. Actuellement, moi, je me vois mal. Je sais que même si je le voudrais pour Oui. m'inspirer de ça, parce que comme Oui. j'ai dit, Oui. quand tu as une source d'inspiration, il faut essayer maintenant de te corriger et de s'y référer. Oui. Mais est-ce que mes filles accepteront? Est-ce que je leur donne aussi suffisamment l'éducation Oui. qui leur permette de s'inspirer de tout ce qui est relaté dans ce bouquin? Je ne pense pas. Parfaitement. D'ailleurs, Tabara aura l'occasion, juste après Rama, de revenir sur cette question de comment faire pour transmettre cela à travers peut-être du coaching ou bien une certaine éducation à la sénégalaise pour pouvoir faire passer le message. Mais avant cela, nous allons parler de Women Empowerment parce que c'est important. Aujourd'hui, on sait que c'est un nouveau facteur qu'on n'avait pas peut-être au 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, presque hommes et femmes se mettent au travail. Assez souvent, on vit dans des couples où l'homme et la femme ont des activités. Et peut-être que cela, d'ailleurs, c'est l'un des coups de cœur de beaucoup de femmes à travers les retours de lecture. C'est Sokhna Muslimatou Mbacké. On peut citer aussi Sokhna Aïda Ndiaye Badolo, qui était une grande femme d'affaires, ou même Sokhna Men Gabou, Rama. Quand on parle de l'autonomisation des femmes, alors, ces femmes qui étaient dans le trading, dans le textile, entre autres, peut-on s'inspirer de leur modèle économique? Je parle bien du modèle économique, sachant que on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, tendance qui s'était avérée à ces époques, et aussi comment faire pour booster l'employabilité des femmes, surtout dans le milieu rural. Alors, Serigne Cheikh, par rapport à cette question, vous avez parlé tout à l'heure de coup de cœur. Oui. Quand j'ai fini de lire le livre, et même avant de le finir, je dirais, c'est le coup de cœur que j'ai eu avec Sokhna Muslimatou. Sokhna Muslimatou, oui. Et je pense qu'on est fille de Cheikhoul Khadim. de Cheikhoul Khadim, voilà. Donc, quand j'ai lu son parcours, tout ce qu'elle faisait, elle arrivait à joindre sa spiritualité au temporel. Oui. Une vraie entrepreneur. Oui. C'est l'exemple d'une vraie entrepreneur, Sokhna Muslimatou. Parce que quand j'ai vu qu'elle a commencé par l'agriculture, Oui. à Ndiéné, quand elle a quitté Ndiéné, elle est partie à Darussalam. Oui. Elle faisait encore de l'agriculture, des henné Oui. et des dattes. Oui. Elle a fini par ça. Elle s'est lancée dans tout ce qui était ciment. Oui. Elle vendait du ciment. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie vers le groupe Mimran. Oui. Je pense que pour travailler avec eux, où elle a commencé à acheter 20 tonnes de farine pour la première fois, où elle a eu à faire du couscous semblable au couscous marocain, comme on le dit, et a commencé à vendre ça même à des personnes qui partaient à la Mecque en ces temps. Ils partaient par bateau. Oui. Un exemple type d'entrepreneuriat féminin. Et elle employait aussi des dames dans ses équipes pour travailler avec elle. Une main-d'œuvre locale. Une main-d'œuvre locale. Presque à majorité féminine. Mais justement, déjà, elle participe au développement de son pays. Oui. Déjà, elle est entrepreneur, elle est chef d'entreprise. Et d'après ce que j'ai vu, parce que ne la connaissant pas, je l'ai connue à travers Bousso Bali, ne la connaissant pas, elle n'a pas fait les grandes écoles. C'est sûr. Et maintenant, pour gérer des projets de 250 millions, il faut vraiment sortir des grandes écoles. Oui. Elle a eu à le faire. Et elle n'est pas, à l'époque en plus, à l'époque, et elle n'est pas sortie de ces grandes écoles dont on parle maintenant. Oui. Donc je pense que c'est une chose qui est faisable. Et que toutes les femmes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat doivent penser à ça. Parce que dans le milieu rural, c'est l'exemple type qu'on peut avoir. On voit ces femmes qui sont dans le milieu rural, il faut aller au fin fond du Sénégal. Vous voyez des dames qui se battent matin, midi, soir, qui se lèvent très tôt le matin, qui rentrent très tard le soir. Et pourtant, elles arrivent à gérer leur famille. Oui. Et c'est vrai qu'elles sortent pour aller chercher de quoi gérer leur famille, mais une fois sur place, elles font le nécessaire. Je peux en citer un exemple d'une dame qui, au niveau elle est à plus de 50 km de Dakar. Oui. Elle fait des confitures. Vous savez comment est-ce qu'elle a commencé? Avec l'arbre du manguier qui était chez eux, les mangues qui tombaient et qui pourrissaient. Donc, elle prenait ces mangues, elle en faisait des confitures dans un petit bocal de 5 kilos. Elle les mettait dans des pots et elle a commencé à les vendre. Maintenant, elle emploie plus de 45 femmes, des mariés divorcés qui sont là-bas.
qui avaient l'option d'aller avoir une vie facile. Oui. Elle les employait. Elle les emploie jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je dirais, qui ont leur famille à gérer, qui ont des enfants à gérer, qui ont des enfants abandonnés. Et elle arrive à les payer avec ça. Donc, pour dire que le milieu rural, c'est un milieu où, quand ils auront tout ce que, je dirais, les tabaras et autres, pour taquiner un tout petit peu, ont, c'est-à-dire aller à la banque, avoir un financement de 250 millions, elle, quand elle aura ça, elle fera plus que ce qu'elles font maintenant. Oui. Donc, pour dire que l'entrepreneuriat féminin, déjà, c'est à encourager dans ce monde où nous sommes, et surtout dans le milieu rural, c'est l'exemple type qu'il faut prendre. Oui. Maintenant, est-ce que c'est l'audace d'entreprendre qui est à magnifier, ou bien c'est plutôt cette capacité de démarrer de petites choses pour pouvoir peut-être atterrir vers une PME ou peut-être une industrie carrément faite? D'accord. Pour ça, je pense que l'idéal, pour éviter de rentrer dans la routine de certaines personnes, c'est il faut éviter les emprunts. Oui. Donc, faire de la frugalité. De la frugalité. C'est-à-dire démarrer avec ce que vous avez. J'ai vu ces temps-ci, j'ai lu une dame qui vend des poulets au Sénégal. Oui. Elle a démarré avec 65 000 francs, ses propres 65 000 francs. Oui. Après, elle utilisait son réseau qui s'agrandit de jour en jour. Elle n'est pas passée par les banques. L'idéal, c'est ça, parce que pour passer par les bailleurs de fonds, je dirais en général, il faut avoir quand même un certain statut, c'est-à-dire avoir des garanties pour qu'ils puissent vous prêter de l'argent, avoir un projet fiable, faire des études de projet, mais commencer petit à petit pour voir grand. Oui. Pour moi, ça c'est mon humble avis. Hein. Après, les avis peuvent différer, mais je pense que l'idéal, c'est ça. Oui, après le travail aussi, nous vivons dans un monde plutôt dans la 4e révolution numérique. Yacine Ndiaye, face à la surmédiatisation de la femme sur les réseaux sociaux, et notamment à travers les séries télévisées qui pullulent, en tout cas au Sénégal, pour la communicante que tu es, est-ce que tu es d'avis comme les auteurs de Bousso Bali qu'il faut à la femme aspirante, en tout cas qui mène une quête spirituelle, une certaine pudeur numérique ou un voile digital? Ce n'est pas dans le livre, je l'ai purement créé. J'en suis convaincue. Je suis tout à fait alignée avec ce que ces auteurs disent, parce qu'effectivement, je pense que c'est un problème surtout de perte de repères. Et heureusement que Bousso Bali est là aujourd'hui. Je ne me lasserai de le dire. Bousso Bali est là pour nous ramener ces repères-là, et pour qu'on puisse s'appuyer sur cela, pour éviter de rentrer dans des cases déconseillées, si j'ose dire. Oui. Aujourd'hui, le monde est surmédiatisé. Oui. Et l'être humain en tant que tel, bien sûr, on est tous libres aujourd'hui d'exposer ce que l'on a envie d'exposer sur ces réseaux sociaux-là, mais ce qu'il faut garder en tête, et je ne parle pas sur un ton moralisateur, loin de là, c'est de se dire que tout ce que l'on fait sur ces réseaux sociaux restera sur ces réseaux sociaux. Oui. Et qu'on est appelé demain à avoir une progéniture. Oui. Est-ce qu'on a envie de retrouver dans 100 ans ce que l'on poste aujourd'hui? Oui. Et je pense que Bousso Bali nous rappelle aujourd'hui l'importance de tirer des enseignements des qualités de ces grandes dames. Elles sont humbles, elles sont discrètes, comme le rappelait Tabara tout à l'heure. Elles sont pieuses et elles savent où poser les pieds. Aussi, elles sont entrepreneurs, effectivement, et elles savent où poser les pieds. Donc aujourd'hui, je pense que tout un chacun a ce devoir-là de responsabilité par rapport à ce que l'on poste publiquement, parce que c'est quand même très dangereux. On est tous portés par cette tendance de « oui, je fais quelque chose, j'ai envie que tout le monde le sache », mais ce besoin d'humilité et de discrétion est indispensable de nos jours. Oui. Parce qu'il y a cette histoire de mauvais œil, etc. Certains y croient, d'autres non. Mais l'éducation que nous avons reçue de nos parents nous impose également cette circonspection, si j'ose dire. Oui. Il faut savoir garder des choses pour soi. Oui. Il faut savoir faire le tri entre ce que l'on veut exposer à bon escient, parce qu'il y a des choses qu'il faudrait peut-être mettre en lumière pour servir, pour inspirer, pour montrer un chemin, mais il y a des choses qu'il faut savoir garder pour soi parce que c'est de l'ordre de l'intime.
Oui. Moi, je pense que la quête spirituelle est typiquement de l'ordre de l'intime. Même si c'est une bonne chose, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait exposer parce que ce n'est pas dans ce but. Quand on est dans sa quête spirituelle, on est dans quelque chose de très intime avec soi et avec son Seigneur. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie d'exposer. Donc, ce que je pourrais dire pour faire court, c'est véritablement de savoir faire le tri et d'avoir cette intelligence qui nous permette de sélectionner ce que l'on a envie de mettre en avant et de retenir ce qui est de l'ordre de l'intime. Parfait. Mais est-ce qu'aussi souvent on n'est pas tiraillé, homme comme femme, hein? Est-ce qu'on n'est pas aussi tiraillé par ces limites que nous impose notre vie spirituelle et le besoin naturel de l'homme d'être d'être au-dessus et peut-être au vu de certains? Est-ce qu'on n'est pas aussi tiraillé entre ces deux? Et comment on pourrait peut-être joindre à la fois cette pudeur numérique peut-être et cette ascension spirituelle à laquelle on aspire? Tout à fait. Quand vous dites « in », tout de suite, ça me fait penser à influence. Parce qu'aujourd'hui, on est dans ce monde de l'influence. Il y a même des métiers qui ont été créés, influenceuses. Et c'est, j'ai pas envie de dire dangereux, mais c'est le cas. C'est dangereux aujourd'hui parce que si on doit être influencé, ce serait dans le bon sens. Moi, j'ai vraiment envie que mes enfants soient influencés par ces dames. Mais si l'influence aujourd'hui, et si on expose assez vite ces enfants, parce que là aussi, le rôle des parents rentre en jeu. Le numérique est quelque chose de très bénéfique, mais de très dangereux. C'est un couteau à double tranchant. Donc, il faut savoir effectivement allier l'utile et savoir se poser des limites. Effectivement, on est tous tiraillés, hein, comme tu le disais tout à l'heure, par cette envie d'être vu et d'être connu de tous. Mais il faut savoir aussi trouver les limites à chaque chose. Parce que tout excès est nuisible, comme on le dit. Et on peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut mettre en avant les choses que l'on a envie de mettre en avant, dans le but de faire quelque chose de bien. Mais il faut aussi savoir s'arrêter quand il le faut. Et ne pas être influençable. Surtout dans le mauvais sens, parce que tu le disais tout à l'heure par rapport aux séries télévisées, effectivement, on consomme, mais on retient ce qui nous sert. Et on ne se laisse pas influencer. Et les parents aussi ont ce rôle à jouer par rapport à cette influence actuelle, parce que l'information est partout. Les séries sont partout aujourd'hui. Donc, nous, en tant que futurs parents et les parents qui sont là aujourd'hui, ont également ce rôle à jouer d'encadrement de leurs enfants et de conseils pour éviter les dérives. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, peut-être celle de la transmission de ces modèles ou bien de la vie de ces figures féminines. Alors, Pape Mboup, je m'adresse à toi avant de donner le dernier tour de table à Tabara, puisque c'est aussi important, parce que c'est le clap final. En tant qu'universitaire, Pape, quel est le regard que tu as sur peut-être le modèle éducatif? Dans le livre, vous le verrez, on parle de la pépinière des vertueuses, l'Institut de Porokhan, où des homonymes de Sokhna Diaratullahi Mariam y sont formés, près de 500 pensionnaires qui portent toutes le nom de Sokhna Diarra. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aller vers un modèle éducatif, peut-être à des cycles différents, mais qui pourrait s'inspirer de ces figures féminines, comme cela se fait actuellement à Porokhan? Alors, moi je pense que déjà cette pépinière dont vous parlez tout à l'heure, c'est une très très bonne initiative. Moi j'ai eu des échos. Je voyais quelqu'un qui était en train d'analyser un peu le pourquoi qu'on a mis en place cet institut et j'ai trouvé ça ingénieux. C'était juste hier dans quelques discussions que j'ai eues. Au Sénégal, les gens ont ce principe de donner des homonymes, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un de vos amis ou un des parents, vous voulez donner à votre enfant le même nom que, par exemple, je dirais, votre papa. Alors, le fait de le faire, certes, est une façon de renforcer les liens familiaux, certes, mais également, les gens, il paraît avant, ils cherchaient le fait que son enfant porte des valeurs ou des caractères de
de l'homme à qui on a donné le nom. Oui. Donc aujourd'hui, on aimerait que mon enfant, par exemple, prenne des vertus de chez mon père. Alors, aujourd'hui, Sokhna Diarra n'est plus là. Oui. Donc, l'analyse que j'ai entendue hier disait que, en fait, cette pépinière a été montée pour que des gens, c'est-à-dire des homonymes de Sokhna Diarra, y partent, afin qu'on puisse mettre chez eux les vertus de cette bonne dame. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle n'est plus là, mais ils sont arrivés à comme définir une sorte d'environnement afin d'encadrer des femmes ou des enfants et de mettre chez elles des qualités et des vertus qui les accompagneront toute leur vie afin de réussir tant au niveau temporel qu'au niveau spirituel. Donc cette initiative, je la trouve mais vraiment inédite. Oui. Je ne pense pas que ça existe dans le monde. Je pense hier, vous étiez en train de m'en parler. Donc là-bas, d'après les informations que j'ai reçues, ils y reçoivent une éducation basée sur le Coran et sur la religion musulmane de manière générale. Mais ils les forment aussi. C'est-à-dire ils reçoivent une éducation modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon les bonnes valeurs. Une formation professionnelle de 2 ans après avoir fini l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, certes, la question qui se pose, c'est qu'après cette formation, tant spirituelle que temporelle, parce qu'ils apprennent des métiers là-bas, alors quel est le devenir de ces femmes? Parce que quand on lit le livre, moi, il y a sur un passage où ils ont un peu, on va dire, ces femmes, après leur étude, il y en a certains qui restent pour en former d'autres. Mais il y en a aussi certaines qui font qui font des stages dans des centres de santé et tout. Et je vois dans un passage que lors de leur passage dans les centres de santé, ils ont quand même une influence positive par rapport aux autres, sur les autres femmes qui sont. L'exemplarité. L'exemplarité, effectivement. Maintenant, imaginez que ces femmes puissent aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, dans d'autres sphères, aujourd'hui, c'est-à-dire aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est pousser leurs études beaucoup plus loin et d'accéder à des cycles supérieurs qui leur permettraient aujourd'hui de pouvoir exercer dans, je ne sais pas, l'informatique, dans la finance, dans d'autres métiers. Moi, je me dis que cette influence sera plus grande par rapport à certains. Aujourd'hui, on peut avoir un médecin. Certes, mais un médecin qui n'est pas, on va dire, qui n'applique pas l'éthique. D'accord. Aujourd'hui, à travers eux, la formation qu'ils ont, moi je pense que si on a beaucoup plus de Sokhna Diarra qui atteignent ces niveaux, on aura peut-être plus d'éthique dans certains métiers. Et pour ce faire, moi je me dis que ces Sokhna Diarra qui sortent devraient peut-être avoir des passerelles pour pouvoir accéder aux autres cycles aujourd'hui, tels que, on va dire, le cycle supérieur, tel que l'université conventionnelle, comme on le connaît, ou peut-être accéder à des cycles qui leur permettraient de compléter leur formation pour y accéder. Oui, mais comment mettre en pratique cela? Comment les faire sortir de l'institut pour qu'elles puissent switcher vers le monde universitaire ou des formations carrément professionnelles, mais de haut niveau? Alors, de manière générale... Pratiquement, comment ça se fait dans le milieu universitaire? De manière générale, lorsqu'on parle d'une formation, on parle d'abord d'un cahier de charge. Aujourd'hui, souvent, c'est une organisation étatique qui définit ce genre de choses. Donc, le cahier de charge, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour accéder à une formation, il faut des prérequis. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces Sokhna Diarra ont des prérequis pour accéder à certaines de ces formations? Alors, si la réponse est oui, bah, c'est la meilleure chose. Mais si la réponse est non, on a 2 cas de figure. Donc, soit ils font une sorte de mise à niveau, c'est-à-dire on fait une sorte de mise à niveau pour qu'elles aient le niveau d'atteindre certaines formations. Et si alors ça c'est un choix, c'est-à-dire ils vont passer par une mise à niveau, ou bien l'institut dont vous parliez tout à l'heure peut prendre l'initiative d'ajouter ces matières ou ces différentes compétences qu'il manquerait
et qui les empêcheraient d'accéder à certains niveaux, on les intègre dans leur formation, de ce fait que dès qu'ils sortent, ils sont aptes à pouvoir intégrer d'autres cycles comme l'université ou peut-être d'autres formations. Moi, je pense qu'ils pourraient accéder aux diplômes comme les BTS, les licences professionnelles, les masters, etc. Donc moi, je pense que ça ne ferait que du bien au niveau social, étant donné que c'est des personnes qui ont reçu une éducation quand même assez spéciale et ils pourront avoir une bonne influence sur l'ensemble des concitoyens. Parfait. Tabara, pour toi, je rappelle qu'aussi tu es coach et formatrice. Alors, comment faire pour transmettre ces enseignements, peut-être de façon informelle ou peut-être formelle? Parce que lui, il parle peut-être de cette capacité de pouvoir donner un coup de boost à ces Sokhna Diarra, qu'elles puissent peut-être donner une plus grande portée de leur exemplarité. Mais comment nous, on devrait pouvoir transmettre ces enseignements à nos enfants, à nos sœurs, à nos femmes, peut-être parfois? Tout à fait. Non, c'est le pluriel, ce n'est pas les miens. Juste une petite précision. Heureusement. Comment on pourrait réussir cela? Alors, une question très pertinente, Céline Cher. Je commencerai par les enfants. On est à l'ère du digital. Oui. On sait qu'aujourd'hui, nous qui avons des enfants, que nos enfants utilisent nos téléphones pour regarder pas mal de choses, installer des applications, ils sont très futés, très intelligents. Et ils ont leur propre personnage, malheureusement, Ladybug, Reine des Neiges, etc. Oui. Moi, Spider-Man, voilà. Alors moi, j'ai été très inspirée par ce livre et je me dis, pourquoi ne pas mettre en place ou créer une application dédiée aux enfants? Donc une BD, quoi. Tout à fait. Basiquement. Voilà, BD, ça peut être une BD, qui va transmettre ces valeurs qu'on a vues dans le livre. Et les personnages seront les bonnes dames qui sont dans ce livre. Oui. Alors, deux finalités. On va atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est que nos enfants n'attendront pas d'atteindre nos âges pour connaître ces dames. Déjà, ils sauront qu'au Sénégal, on a des figures qui ont ces valeurs, c'est important. Mais aussi, on va en profiter pour leur transmettre les valeurs telles que le ngor, le kersa, le tabé, le ngem. La Donc, pudeur, la générosité. Tout à fait. Donc, c'est à travers ces applications, ces applications qui auront une finalité ludique, ça sera ludique, donc ça sera adapté aux enfants. Donc, les enfants vont connaître, s'approprier ces valeurs et connaître ces figures et ça va accompagner l'éducation que nous allons apporter à nos enfants. Donc, ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Le micro, oui. Alors, la deuxième chose, c'est très simple. J'ai pensé à des colonies de vacances. Carrément. Ouais. Des colonies de vacances, nous allons optimiser ces temps de vacances, les temps de vacances de nos enfants. Nous allons optimiser ces temps-là pour une bonne cause. Peut-être à Niéné, pour aller voir ce que faisait son Moussématou. Tout à fait. Donc, des colonies de vacances où on va transmettre ces valeurs. Les enfants vont voyager, partir à Port-au-Khan, voir ce qui se fait là-bas. Ça sera des séances de zikr. Ils vont apprendre le Coran. Ils vont apprendre parce que c'est important aussi qu'ils sachent. Parce que lire les hassidas, c'est important. Mais comprendre ce qui est dit, c'est plus qu'important. Effectivement. Donc, moi, j'ai pensé aussi à ça, des colonies de vacances. Ndiaboutouk Sokhna Diarra. J'y ai pensé. Ça, on peut le mettre en place. Alors, autre chose, toujours dans le monde du digital, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de pages, femmes chic, etc. Mais pourquoi on ne peut pas créer une page Eutup Sokhna Diarra? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est simple. On va gérer les problèmes qu'on trouve dans les familles polygames. Parce que j'ai été impressionnée quand je vois comment ces dames qui sont dans le livre vivent la polygamie, mais c'est extraordinaire. Et je pense que cette ligne de conduite pourrait régler pas mal de problèmes dans les vies polygames. Donc, c'est des lives que nous allons faire,
tout simplement pour les femmes qui ont des problèmes de couple, les femmes qui ont des problèmes avec leur coépouse, les femmes qui ne savent pas comment faire pour gérer leurs problèmes de couple. Moi, je pense que ça serait pertinent. Ben, je vais un peu te taquiner, mais penses-tu pouvoir concurrencer Sama Jëkkër Sama Xarit? Tout à fait. Ah oui. Alors, ça ira, en fait, ça sera contextualisé parce que Sama Jëkkër Sama Xarit, ce qui est développé dans Sama Jëkkër Sama Xarit va un peu dans ce sens. Peut-être c'est un peu, la connotation, elle n'est pas aussi, voilà, je ne sais pas comment c'est exposé. Oui. Des fois, c'est un peu trop vulgaire. Oui. Donc, si on le ramène dans le côté religieux, spirituel, je pense qu'on peut concurrencer Sama Jëkkër Sama Xarit. Avec des badiènes numériques aussi qui seront là pour conseiller et ça va se passer dans la plus grande discrétion. Les personnes qui ont besoin d'être contactées en privé auront ce privilège parce qu'il y aura des personnes qui seront là pour les accompagner. Et le dernier point, Serigne Cheikh, et là, je pense que moi-même, je vais le mettre en place, c'est une thérapie de couple basée sur Bousso Bally. Ah, ça, c'est top. Alors, moi, je pense que ce livre... Tu vas en faire du business. Ah oui, je vais en faire du business. Je vais concurrencer Sokhna Binta. Avec les co-auteurs. Je vais concurrencer les auteurs. Non, mais dans un registre beaucoup plus sérieux. Oui. Je pense qu'une thérapie de couple, parce que ça ne parle pas seulement des femmes, ça parle aussi des hommes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit comment Mame-Mor Anta Sali gérait son foyer, gérait ses dames, comment les dames s'occupaient de leur foyer. Il y a un exemple qui m'a vraiment... En fait, dans ce livre, les dames donnent sans rien attendre au retour. Oui. On n'exige rien de nos maris. C'est important. Cette concurrence, il faut qu'on raye cette concurrence. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, je ne donne pas, je ne fais pas parce que je ne reçois pas. Il faut donner sans rien attendre en retour. Quand on prend l'exemple de Sokhna Diarra qui préparait le lard à Mame-Mor Anta Sali, un jour, elle est partie pour faire du tahan, je ne sais pas comment le dire en français. Oui, c'est pour aller avoir du bois de chauffe. Elle n'en avait pas. Elle a démonté son warandé pour préparer ça. Sa mallette en bois. Sa mallette en bois. Mais qui va faire ça de nos jours? Après, il y a des femmes qui le font d'une autre manière, qui le contextualisent avec... Effectivement. Tout à fait. Il y a des femmes qui vivent avec leur mari, qui n'ont pas les mêmes revenus qu'elles, mais personne ne le sait. Tu viens dans la maison, tout est meublé par la dame, et elle est tellement humble. Tu ne t'en rends même pas compte. Donc, juste ça me fait une belle transition par rapport à la question que tu as posée à Tata Nafi. Des Sokhna Diarra, il y en a. Dans le contexte actuel, il y en a. Donc, aller vers des bandes dessinées, peut-être. Des bandes dessinées. Pour les enfants. Pour les enfants. Pensez peut-être à une version, une application. Tout mobile. À fait. Application ludique. Aller vers des colonies de vacances. Des colonies de vacances. Et peut-être le plus difficile, faire des thérapies de couple. Ah oui, des thérapies de couple. Monsieur et madame, chez peut-être la coach Tabara pour parler de Bousso Bally. Et on va s'inspirer de Bousso Bally pour régler tous ces problèmes de couple qui sont très fréquents. Avant de finir ce panel, je vais inviter deux contributrices, à savoir Fary Ndiaye et Ngoné Ly. Je voudrais avoir en un mot, ou peut-être trois, quel a été le personnage ou la figure qui t'a le plus marqué? Alors, moi, j'aimerais bien que tu poses la question, que tu dises en dehors de Sokhna Diarra. J'aimerais bien que tu dises en dehors de Sokhna Diarra, parce que ça va être compliqué. Alors, écoute, je t'en donne trois, donc vas-y. Sokhna Diarra en premier, et puis? Alors, Sokhna Diarra, Sokhna Muslimatou, et Badiane. Oui, Sokhna May Sohra. Sokhna Maymouna Sohra. Ouais. Ces trois personnes m'ont vraiment... Oui. Parce qu'on a vécu... parce qu'on a avec leur exactement à leur époque, et ça nous a permis d'avoir une nouvelle vision de ce qu'elle faisait. Oui. Mais vraiment, Sokhna Diarra... Surtout sa pudeur et sa façon de s'habiller. Oh là là, c'est impressionnant. Parfait. Rama? Trois figures ou peut-être une? Alors, moi, je dirais trois figures. Oui. À part Sokhna Diarriatoullah, je dirais... Ça en fait quatre. Non. Oui, donc, ça sera trois. Donc, ça sera Sokhna Diarriatoullah, ça sera Bousso Bally, mon coup de cœur, et ça sera Aïda Ndiaye Badalo.
qui a laissé tout ce qu'elle avait Donc, dans la vie et a pris tout ce qu'elle avait pour mettre ça dans Porokhane. Donc, Sokhna Diarra, Sokhna Mously et Aïda Ndiaye Badolo. Nafi, merci. Peut-être une figure ou 3 ou 2? Alors moi, c'est très difficile quand même d'écouter les autres intervenir. Tu as envie d'ajouter quelque chose sur elle ou ce qu'ils disent, mais le temps nous est un peu compté et il y a la discipline aussi. Je te laisse 1 minute. Voilà, avant de répondre à ça, je voudrais juste compléter 1 ou 2 trucs. Oui. Quand Ramatoulaye parlait de Sokhna Mously, voilà, moi, ce qui m'a marqué, parce que peut-être par transition aussi, ça me permettra de répondre à votre question. Peut-être ce n'est pas une figure, mais peut-être des parties qui ont été citées, qui m'ont marqué, qui ont fait que je me suis dit, waouh, 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 waouh. C'est quand elle achète la Jeep pour en faire un engin agricole, un tracteur. Un tracteur, oui. Alors, pour ne rien vous dire, quand j'ai vu, voilà, ça commençait à fleurir dans ses activités et tout. Elle a acheté une Jeep. Je me suis dit, Yang commencé à il faut aduna bank qui commence à le voyez-moi. Mais à ma grande surprise, elle a transformé cette Jeep en machine agricole. J'ai dit, waouh, ça m'a marqué. Et c'est de là, ça lui a permis d'augmenter sa productivité, les quantités récoltées, etc. Voilà, ça c'est magnifique. Effectivement. Ça c'est extraordinaire. Il y a l'ingéniosité, il y a plein de choses à apprendre derrière, c'est une chair. Oui, et ça valait la peine d'être dit. Donc la figure, c'est elle? Ce fait-là, c'est elle. Oui. Bon, tout ce qu'elle a réalisé, bien sûr, nous, de notre génération, on est sublimés parce que c'est ce qu'on souhaite. Moi, je voudrais être entrepreneuse, issue d'une famille musulmane, islamique, un peu renfermée et tout. Mais arriver à être citée en exemple par le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, c'est extraordinaire. C'est du mérite. C'est du mérite. Elle a eu d'ailleurs l'Ordre national du mérite, l'une des premières dames à l'avoir en 1962. C'est extraordinaire. 2 ans après les indépendances. Exact. Alors, alimenter les fêtes d'indépendance, le ravitaillement du bateau, etc. etc. Donc, c'est magnifique. Alors, pour ne pas dire figure, parce que toutes les figures ont mérité d'être citées, et bravo encore aux auteurs de les avoir citées. Mais moi, c'est le cheikh, en fait. C'est le cheikh aussi qui m'a sublimé. Quand des femmes voulaient lancer une activité et qui sont parties le voir et qui lui ont parlé de cette activité, une idée d'entrepreneuriat, et qui a sorti de l'argent, qui les a financés en leur disant « Allez travailler, si ça marche, vous prenez votre bénéfice et vous me rapportez le capital. » Je n'aurais jamais imaginé que le cheikh allait faire ça, et ça enlève beaucoup de préjugés. En plus, ça m'a marqué. C'est aussi un message peut-être pour nous, les hommes, oui, de ne pas peut-être, par exemple pour moi, de ne pas encore penser à une range ou de rêver, mais de pouvoir financer la dame pour qu'elle puisse se lancer dans l'entrepreneuriat. Sans intérêt. Oui. C'est magnifique. Moi, ce sont des faits comme ça qui m'ont marqué, ça a été mon coup de cœur. Et ça a enlevé beaucoup de préjugés. Dans le monde islamique, on croit que les hommes, les cheikhs, ne veulent pas que les femmes évoluent, soient entrepreneurs, prennent des initiatives, etc. Si c'est le grand cheikh Khadimul voilà, qui a pris cette initiative, et à l'époque, moi j'applaudis. Bravo. Voilà, et j'enlève beaucoup de préjugés. Merci Merci beaucoup, c'est une chère. Yacine Ndiaye, alors, une figure? Alors, en dehors de ce qui a déjà été cité, effectivement, Sokhna Diarra, je pense qu'elle nous a toutes et tous marqués. Et en dehors de Sokhna Mouslimatou, je dirais Sokhna Anta Ndiaye pour son don de soi. Non pas parce que je me nomme Ndiaye, mais véritablement, c'est une dame qui son sens du sacrifice m'a interpellée. En fait, c'est le fait qu'elle ait quitté le monde du luxe, des affaires, de la politique, pour se départir de tout cela, aller s'investir pour peut-être des filles qui ont l'âge de ces petites filles, et d'investir aussi tout son patrimoine et son temps pour que ces filles puissent avoir de bonnes conditions. Tout à fait, tout à fait. Pour pouvoir c'est effectivement tout cela, et puis ce don du sacrifice, ce don de soi, qui est très rare de nos jours, c'est quelque chose à saluer. Oui. Donc, espérons aussi qu'il y aura
beaucoup de Aïda Ndiaye Badolo qui vont quitter les commodités actuelles pour se lancer dans le bénévolat. Tout à fait. Oui, oui. Que Dieu ait pitié de son âme. Les circonstances dans lesquelles elle a perdu la vie. Oui. Il oui, paraît qu'elle pouvait être sauvée, oui. mais elle est retournée pour porter secours À des aux gens. victimes, voilà, de Effectivement. la bousculade de mon âme. Effectivement, oui. Yàlla na ko Yàlla Oui, fay. amiin, Voilà, amiin, ça prouve amiin. l'esprit de sacrifice de cette bonne dame. Ouais, merci. Effectivement. C'est bon, Yacine, tu as fini? Parfait. Donc, on passe la parole à notre professeur. Au seul monsieur voilà, du panel. Alors, moi, je me permets d'ouvrir un peu le livre parce Oui. que la première figure, on est tous d'accord sur Nadjara. Oui. Moi, C'est la figure charnière aussi. Voilà, la figure charnière, elle m'a impressionné. Je veux dire, c'est pas en fait elle qui m'a, enfin, c'est elle qui m'a impressionné, mais je veux dire, c'est à partir d'une phrase de, si je ne me trompe pas, c'est Serigne Moussaka, Oui. qui dit, La page? alors à la page 41, D'accord. qui dit son effort est récompensé par ma mort Oui. et Bamba représente son intention. Oui. Après, il y ajoute l'intention vaut plus que l'acte. C'est pour cela qu'elle a eu Bamba. Donc, je me permettrai juste de commenter ça, parce que Sokhna Diarra a eu l'intention, on l'a dit tout à l'heure. Alors, elle avait dit, si ce n'était ce que le Coran avait dit sur le fait que Sayyidina Mohammed allait être le sceau des prophètes, Oui. qu'elle allait enfanter un prophète chez Mamour Anta Sali. Ça, c'était son intention. Oui. Mais quand elle est partie chez Mamour Anta Sali, elle a quand même œuvré pour avoir, on va dire, la bénédiction divine et, comment on dit, Sa'adat ad-Darini, comme on le dit. Oui. Alors, ce travail qu'elle a fait lui a valu d'avoir un fils qui s'appelle Mamour et C'est qui ça, était un parfait. fils exceptionnel. Ouais. Donc, c'est à travers le travail qu'elle a œuvré chez Mamour Anta Sali qui lui a donné un fils d'une dimension exceptionnelle qui est Mamour. Mais elle a eu aussi un autre fils d'une dimension voilà, que tout le monde connaît, qui est Serigne Touba Khadimou Rassoul. Oui. Et ça, Serigne Moussaka dit, c'est son intention qu'il lui a donnée. C'est le paiement de son intention. C'est-à-dire que après, il y ajoute l'intention vaut plus que l'acte. Donc c'est pour cela qu'elle a eu Bamba. Moi, cette phrase, elle m'a vraiment... C'était ça le wow que j'ai eu sur le livre. Au-delà de ça, il y a Sokhna Anta Ndiaye. Ah, merci. Je sais que beaucoup d'hommes vont la citer. Voilà, vont la citer par, voilà, moi je dirais par son don de soi. Moi je me suis dit, elle s'est donnée au début et elle se donnait à la fin. Et c'était impressionnant. Elle s'est donnée au début dans les circonstances que nous avons tous lues lors du mariage, ce qui l'a poussée à se marier à Maman Anta Sali, parce que ce n'était pas elle qui était destinée à se marier le jour J, mais elle s'est donnée pour, voilà, pour un peu sauver les apparences, sauver le jour et le mariage. Donc elle s'est donnée. Et à la fin, elle s'est donnée parce que son mari avait un problème. Il avait vu en songe qu'elle allait se marier avec, si je ne me trompe pas, une autre dame. Son nom m'a échappé. Alors son mari était dans l'embarras. Son mari était dans un problème. En voyant ce songe, il voulait accomplir, on va dire, ce qu'il a vu dans le songe, mais il ne savait pas quoi faire parce qu'il avait déjà 4 femmes. Oui. Et c'est à ce moment, Sokhna Anta Ndiaye, par sa générosité, par son don de soi, a accepté que son mari la libère. Elle s'est retirée, voilà, pour que son mari puisse accomplir ce qu'elle a vu dans ce songe. Ça aussi, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Oui. Et la dernière, c'est Sokhna. Voilà, je vais juste. La dernière, c'était Fatou Issa. Sonafat Issa Diop. Alors, excusez-moi. C'est celle qui a perdu son enfant quand il faisait les travaux champêtres. Oui. Elle a senti que son enfant était décédé sur son dos, ne respirait plus. Ben, elle s'est calmée, elle est partie chez elle, elle l'a préparé et elle ne l'a pas dit à son mari de peur que son mari n'avait pas encore mangé le déjeuner. Il ne voulait pas l'angoisser. Donc il l'a laissé jusqu'à ce qu'il ait mangé, jusqu'à ce qu'il ait un peu de tranquillité pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et depuis ce jour, son mari lui a donné, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit comme... Ils ont dit une crainte. Son mari a eu une sorte de crainte envers elle parce que,
voilà, cette capacité, ce courage qu'elle a eu. Cette résilience. Voilà, cette résilience d'avoir supporté cette épreuve et puis de garder ce choc sentimental. Et il paraît même son mari, lorsqu'il lui a dit, il a commencé à pleurer. C'est sûr. Donc ça c'est des choses qui sont incroyables, moi, vraiment, qui m'ont vraiment... Voilà. En tout cas, félicitations aux auteurs de nous avoir transmis cela. Et je pense que pour ces deux exemples, la coach Tabara aura du pain sur la planche. Ah, la coach, oui. Ouais. Alors, je vais juste rajouter quelque chose très rapidement concernant Sokhna Anta Ndiaye. Le micro, oui. Alors, le fait qu'elle se soit retirée de la cour, pour moi, ce n'était pas la chose la plus impressionnante. Ce qui a été impressionnant, c'est le fait qu'elle le fasse sans que les autres dames ne s'en rendent compte et que les autres s'en rendent compte que quand ma mort est rendue l'âme. Donc, elle reste dans la cour. On a l'impression qu'elle fait partie, et peut-être en dehors de la cour, les gens allaient se dire, mais pourquoi ma mort a 5 femmes, etc., alors que c'est interdit, alors que ce n'était pas réellement ça. Elle s'est retirée, et c'est au moment de faire le veuvage que les autres se sont rendus compte qu'elle ne faisait plus partie de ces femmes, donc ça, c'est noble. Oui, ça, vraiment, c'est noble. Parfait. Alors, avant de finir ce débat, la parole sera donnée à Farin Ndiaye et Mame Ngone Ly, qui nous donneront aussi leurs impressions sur Bousso Bally. Alors, je les invite à nous rejoindre tout de suite. Alors, Farin Ndiaye, on sait que aussi tu es une grande sœur, tout comme Tata Rama. Tu es aussi très investie dans tout ce qui est religion, spiritualité, on le sait. Alors, à quelle figure tu t'identifies le plus après avoir lu Bousso Bally et pourquoi? Le micro. Ouais. Salam alaikum. Ouais, donc, maa ngi leen di nuyu. Oui, déjà di remercier, di wax un grand bravo à Sokhna Bintou Amar. Oui. moom ak co-auteur bi Abdou Sey. di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bu nga xamante ne def nañ ko. balaa may répondre ci question boobu di nga ma may tuuti rek. ma wax ci benn affaire bu nga xamante ne daf ma marqué. mooy le choix du titre livre bi. Oui. parce que d'habitude bu ñuy gis bu ñuy ci këru diine yi chaque fois ci sët yi la ñuy wax doom yi chaque fois ci góor ñi la. Waaw. te tey ñu am Bousso Bally mu wax ñu ci soxna yi ni ñu doon dundee vraiment soxna yi nga xam ne ñoo nekkoon ci autour de Cheikh Sëñ Touba. mu nekk lu nga xam daf ma impressionné parce que xëy na si ce n'était pas le livre aujourd'hui tey li ma ci xam tey duma ko ci xam. te vraiment j'étais impressionné par suñu soxna yi ni ñu doon dundee. waaw mu nekk lu nga xamante ne tey mën naa ne am nañu repère xëy na yàgg nañ sax am repère ndax di nga gis ñu nga xamante ne di nga dégg di nga lire benn livre wala nga seetaan télé ñu wax la ci benn figure mais dañ ciy cof rek daal tuuti bàyyi mais mosuñu ci dem ni à fond ba ñu xam li nga xamante ne dund nañ ko te buñ ci sukkandikoo incha allah yaakaar naa ne dinañu permettre dinañu aider lu bëri suñu vie religieuse. Alors là maanaam ban figure nga gis ne jàpp naa ne kii moom peut-être war naa mën a identifier wu ci moom doxalee sama dund ci comme peut-être ni mu ko defee wala am na point yoo xam ne gis naa ne sama biir dund maa ngi ciy jéem a dox wala maa ngi ciy bëgg a dox. D'accord. C'est plutôt Sokhna Anta Ndiaye Mbacké. J'ai été impressionnée par cette dame-là. Pourquoi? D'ailleurs bi ma commencé lire livre bi ma eggee ci partie am dama ne non jaratul ma egg livre parce que j'ai déjà trouvé non elle m'a vraiment séduite. Elle m'a séduite parce que su ma ko comparé yi ñu posé comme acte ma comparé ko ak suñu génération bi ñu nekk tey vraiment comme l'a dit Tabara. C'est un livre bu nga xamante ne on doit l'exploiter pour apprendre ko ñun en tant que femme sukkandiku ci pour mën a doxal suñu vie surtout côté polygamie comme ni ñu ko xamee au niveau du Sénégal. Oui. Première chose bi me marqué pourquoi par rapport à ta question le pourquoi c'est le fait que bi mu demee ci mariage u son cousin. Oui. Et que la destinée bu nga xamante ne elle a désisté. Oui. pour faj gàcce elle s'est portée volontaire. Ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que xëy na tey suñu jamono je dirais que ne je l'ai jamais entendu. Oui. C'était une première. Et pour man loolu mun moon imaginer sax nekk mën na nekk. Elle l'a fait et le fait d'avoir proposé à son mari de prendre Sokhna Diarra
comme épouse loolu tamit bëriwul parce que ku ne xam na société sénégalaise ni ñu bañee wujjee li ñu gis ci polygamie c'est souvent xeex xuloo defante lu ñaaw sottante ay yu waxante yu bon daal te vraiment jël bi mu ñëwee jël na ko comme sœur jàpp na ko comme doom moo doon yaayu kër gi daal vraiment partie boobu marqué na ma ak partie bi soxna bi wax sànq mooy le fait que elle s'est retirée elle s'est privée de son bonheur pour permettre Cheikh bi effectivement à une autre pour mu jël place am c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué alors léegi yow en tant que maman ak grande sœur comme ni nga ko waxee sànq Sénégal da ngay gis ne am na yu bëri yu ñu teg yoo xam ne ci aada la wala sax yoo xam ne day am ba mooy waral sax wujje di xaw a jafe ndax ku nekk da ngay am sa team bu lay jàppale léegi boo ko boolee ak ni ñu bindee suñuy sëy ak yooyu ndax dina jafe wala est-ce que yomb na nga mën a boole doon jullit ni nga waree doonee jullit ab jigéen ba noppi tamit bëgg a dund diine ci sa wàllu sëy masalan pour man bu ñu toppee ci li ñu yàlla digal yombul nag comme ni ñu xamee société sénégalaise boo nee par exemple sëy ku ne xam ne sëy du yow ak ki ngay sëyal kese y a beaucoup de facteurs derrière effectivement beaucoup de facteurs mais boo xoolee ci sunna par exemple dañ la naan bu dee par exemple da nga nekk ci lu la yàlla lu nga xamante ne sa borom moom la digal ak lu nga xamante ne say parents même bu fekkee dañ la bëgg détourner ci lu nga xamante ne dëppul ak sunna nga maslaa ak ñoom rek mais nga dem toppi diine yaakaar naa ne bu ñu sukkandikoo ci livre bi tey jàngal nañu lu bëri et que loolu c'est très possible gëm naa ne kon daal nañuy maslaa effectivement waaye di dox ci li nga xamante ne moom la ñu diine sant bu ñu ko defee incha allah rabi yaakaar naa ne dañ ci génn. D'accord, on va passer à Ngoné Ly. Je rappelle, passionnée de cuisine, fondatrice de l'univers des saveurs by Lima. D'ailleurs, le buffet d'aujourd'hui a été concocté par ses soins. Alors, tu te vois en tant que Sokhna Maïmounnatou Mbacké Koubra, qu'on a appelé dans le livre érudite du Coran et cordon bleu, ou bien ton coup de cœur, c'est plutôt Ndielba Timis, qui était dans les champs avec les hommes et puis dans la nuit, elle préparait le petit déjeuner du lendemain. Bonjour d'abord à tous. Oui. Je tenais déjà à féliciter Monsieur Abdou Sey et Madame Djité Bintou Amar pour cet exploit, parce que j'imagine que c'était pas chose facile, mais ils ont su en fait produire quelque chose qui aujourd'hui fait ravir nos cœurs. Et pour dire vrai, toutes ces femmes m'inspirent, Monsieur Djité, que ça soit de la première génération dans la cour de Mamour Anta Sali, passant par la deuxième génération dans la cour de Serigne Touba Khadim Rassoul, et jusqu'à aujourd'hui. Et pour dire vrai, mon coup de cœur, oui, je peux dire que c'est Sokhna Maïmounnatou Mbacké. Oui. En fait, ce qui m'a marqué en fait chez elle, en fait, elle est partie en fait apprendre déjà les sciences religieuses, telles que la théologie, le soufisme ou mystique musulmane, ou la jurisprudence. Et elle a en fait appris tout cela et être aujourd'hui cordon bleu, c'est-à-dire qui est tellement passionnée de la cuisine qu'elle a fini en fait par ravir le cœur en fait de son père, Khadim Rassoul Serigne Touba. Et quand il y a un jour, il y a Cheikhul Khadim qui avait eu des invités venant de la Mauritanie. Oui. Quand ils sont venus en fait, déjà la première chose qu'elle a faite aujourd'hui, c'était partir de préparer du bon couscous. Oui. Tellement que ces invités en fait étaient impressionnés de ce bon plat, oui, qu'ils ont demandé en fait c'est qui a préparé en fait ce plat. Oui. Il a présenté en fait sa fille et en plus il y a présenté en fait une reproduction du Coran. Oui. Manuscrite. Oui, calligraphié, oui, avec sa main. Oui, manuscrite. Et ce qui est extraordinaire, parce que je me dis, comment en fait une femme avait en fait tellement la gestion du temps.
qu'elle pouvait non seulement chaque jour préparer, qui avait le don d'aller s'instruire, d'apprendre les sciences religieuses et en plus de cela, reproduire, c'est-à-dire calligraphier avec ses mains un Coran. Oui. Donc c'était vraiment extraordinaire. Oui. Et sans oublier que le Cheikh Khadim Rassoul aujourd'hui était vraiment très content d'elle, qu'elle a même en fait donné en fait le nom de sa cadette en homonyme, c'est-à-dire la cadette Sokhna Maïmounatul Maké. Donc ce qui m'a vraiment marqué en fait d'elle, et aussi Ndiel Batimis, de son vrai nom, Aïssatou Sy. Oui. En fait, une femme qui, le matin, partait au champ, revenait la nuit, préparait du bouilli pour... du lard, quoi. Du lard. De la bouillie de mil. Oui, du bouilli de mil. Pour le donner, en fait, pour le préparer dans la cour, en fait, du cheikh. Et après, la nuit, se concentrer sur ses prières et à la lecture du Coran. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, est-ce que nous, on a vraiment, en fait, cette maîtrise du temps? Est-ce que nous arrivons, en fait, à gérer notre temps aujourd'hui et à pouvoir faire tout cela? Oui. Donc, c'était, en fait, vraiment, en fait, des choses remarquables qui m'ont plu. Oui. Et c'est là, d'ailleurs, la raison qui m'a poussée aujourd'hui à ne pas dormir la nuit et à préparer, en fait, tout cela. C'est bien. Alors, quel est maintenant ton message pour tes consoeurs, mais aussi de façon générale aux femmes musulmanes à la lumière de Bousso Bally? Aujourd'hui, on a l'habitude de dire qu'il y a notre degré de spiritualité, ou peut-être un enfant, ou peut-être nos projets professionnels qui nous empêchent en fait de réaliser nos rêves. Ou vice-versa. Oui. Par exemple, un degré de spiritualité peut... très engagé, qui peut nous éloigner de nos devoirs conjugaux et peut-être professionnels. Alors que c'est totalement faux. Parce que quand ces femmes, en fait, arrivaient à le faire, donc aujourd'hui, nous devons, en fait, avoir la volonté de faire cela. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas, en fait, réaliser nos rêves, qu'ils soient d'ordre religieux, spirituel ou éducatif, bien sûr, pour nos enfants. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis que ce livre, en fait, me montre que tout est possible, tant qu'on a juste la volonté de le faire. Oui. Voilà, c'est ça. Merci bien. Alors, nos regards sont croisés, sans faire d'étincelles, j'espère. Alors, pour juste faire jaillir la clarté d'esprit et la clairvoyance autour de Bousso Bally, nous allons finir en remerciant les co-auteurs, Abdou Seye et Bintou Amar, remercier aussi le préfacier, Seigne Issara, Ibn Salim Bachir, qui est le petit frère de Seigne Muntaka, le calife, et remercier aussi toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué quand même à la promotion du livre. Et pour finir, nous allons juste prier pour toute la communauté musulmane, en particulier Cheikh Mohamedou Muntaka, qu'il ait une longévité, une santé durable, et continuer aussi à partager le hashtag Bousso Bally, qui est devenu la marque de ce livre, sur les réseaux sociaux, et aussi donner des retours d'impression de vos notes de lecture. Merci, Djangen Diof, et à bientôt. Sangu jigéen ñi ci dunya Jaaratulaay Maam Jaara sangu jigéen ñi ci dunya Jaaratulaay